Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale Noël 2021. Après avoir évoqué la franchise Chérie j'ai rétréci les gosses l'an dernier, revenons sur un cinéaste qui a beaucoup évoqué les fêtes de Noël dans son cinéma, à savoir Robert Zemeckis. Mais attention, il ne sera pas question dans cette émission d'évoquer les plus gros succès du réalisateur et pour cause, ils ont été tellement évoqués au fil du temps qu'il n'y a même plus besoin qu'on en parle. Au contraire, justement, de films qui ont été des succès plus modestes ou des hits commerciaux. Donc au revoir Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Les Retours vers le futur, Seul au monde ou Le Pôle Express. De la même manière, comme il a été longuement évoqué dans la vidéo sur la 3D, on ne parlera pas non plus de The Walk. Maintenant que les choses sont claires, commençons ce voyage avec l'un des réalisateurs les plus talentueux de l'Hollywood actuel. Né en 1952, Robert Zemeckis est un véritable enfant de la télévision et c'est par elle qu'il apprend l'existence de l'USC lors d'une intervention de Jerry Lewis dans le Johnny Carson Show. Il envoie alors à l'école un court-métrage basé sur une chanson des Beatles et il est finalement pris au rattrapage. C'est d'ailleurs à l'USC qu'il rencontre Bob Gale, son fameux scénariste fétiche. Là-bas, Zemeckis réalise deux courts-métrages, The Lift en 1972 et A Field of Honor en 1974. Dans le premier, un homme court après un ascenseur au point d'en mourir d'épuisement. Dans le second, un homme sort d'un asile et agresse diverses personnes sur son chemin. Deux courts-métrages qui seront fortement appréciés par Steven Spielberg et John Milius, au point que ces derniers voudront travailler avec Zemeckis et son acolyte Bob Gale par la suite. C'est ainsi que le duo se retrouve sur le projet 1941 après avoir galéré à la télévision. Robert Zemeckis et Bob Gale scénarisent cette satire de film de guerre se déroulant quelque temps après l'attaque de Pearl Harbor et où les Japonais essayent d'envahir Los Angeles. Sur le papier, tout est fait pour en faire un futur succès. Steven Spielberg revient du succès des Dents de la Mer et de Rencontres du troisième type. Le casting est absolument prometteur avec des jeunes loups et des vieux briscards. Le film est doté d'un budget colossal de 27 millions de dollars. Pourtant, 1941 sera un véritable bide avec 90 millions de dollars de recettes totales, dont seulement 29 millions aux États-Unis. Il sera également très mal accueilli par la critique au point de devenir une sorte de bête noire dans la filmographie de Steven Spielberg. Ce qui est bien dommage puisque 1941 est loin de démériter, et bien que son humour ne parlera pas vraiment à tout le monde, il est souvent très désopilant selon certaines scènes. Alors que Steven Spielberg se cassait les dents sur le tournage de 1941, Zemeckis songeait à un film autour de la Beatlemania, et notamment sur la venue du groupe à New York dans les années 60. Spielberg propose alors à son poulain de passer à la réalisation avec I Wanna Hold Your Hand, qu'il coproduit avec Alex Rose et Tamala Asseyev. Si dans un premier temps le projet est voué à la Warner qui n'en veut pas, le projet atterrit chez Universal qui pose toutefois un ultimatum. Si Robert Zemeckis n'est pas convaincant, ce sera finalement Spielberg qui finira le film, ce qui n'arrivera jamais. Si le tournage se déroule sans accroc, en revanche les délais sont particulièrement serrés avec seulement 8 mois de production totale. Si bien que certaines scènes sont tournées en Californie alors que l'action se déroule à New York et ses alentours, ce que ne manqueront pas de remarquer certains critiques de l'époque. Si le film est bien accueilli en projection test, en revanche il se prend un sacré bide au box-office en 1978 avec un peu plus d'1,9 million de dollars de recettes aux États-Unis pour un budget de 2,7 millions de dollars. En France, ce ne sera pas mieux avec une sortie technique dans le sillon de Retour vers le futur en 1985 et un score d'un peu plus d'11 000 entrées. I Wanna Hold Your Hand ou Coésider en France se révèle déjà très intéressant dans la manière dont Robert Zemeckis montre les Beatles à l'écran. Ainsi, dans un premier temps, il va montrer les Beatles à travers des images d'archives lors de son générique de début. Puis, il va filmer des acteurs, de dos, dans l'ombre, ou tout simplement leurs pieds pour permettre une illusion totale. Et puis, il y a la fameuse scène de concert avec les Beatles en 2 exemplaires. Le film montre également un certain fanatisme chez les pros comme les contre-Beatles et rien de mieux qu'un film choral pour pouvoir exploiter ça. Pam, jouée par Nancy Allen, apparaît au premier abord comme un personnage prude qui va se marier dans les jours à venir. Sauf que plus le film avance et plus sa fascination pour les Beatles explose, avec notamment une tendance à l'orgasme avec des objets liés aux Beatles, dont une guitare électrique. Rosie, jouée par Wendy Jo Sperber, est une fan invétérée qui veut à tout prix aller au concert, et sa quête du Saint Graal va se retrouver semée d'embûches, au point que quand la conclusion arrive, elle s'avère plutôt étonnante. Grace, interprétée par Teresa Saldana, est une apprentie journaliste qui veut à tout prix avoir son scoop avec une photo des Beatles. Sauf qu'elle en vient presque à se mettre à la prostitution pour ça, et autant dire qu'heureusement que Zemeckis n'est pas allé plus loin parce que sinon ça aurait été vraiment crado. Eddie Deason apparaît comme le fan hardcore qui collectionne les objets liés aux Beatles au point que cela en devient maladif. Puis il y a les détracteurs joués par Bobby DiCiccio et Susan Kendall Newman qui se révèlent être eux-mêmes des fans d'autres artistes comme Bob Dylan ou Elvis Presley. Des personnages qui initialement ne veulent pas participer à la folie furieuse ambiante et qui pourtant aident leurs amis dans leurs actions.
Si I Wanna Hold Your Hand était considéré comme vieillot pour certains critiques parce qu'il parlait d'un temps de plus de 10 ans, en revanche aujourd'hui il apparaît comme le reflet d'une certaine époque et également comme un portrait plutôt fascinant du fanatisme en général pour certains artistes, chose qui malheureusement n'a pas tant changé de nos jours. Après l'insuccès d'I Wanna Hold Your Hand et de 1941, Robert Zemeckis et Bob Gale se lancent dans un nouveau projet de comédie avec Used Cars ou La Grosse Magouille en France. Un projet initialement chapeauté par Steven Spielberg et John Milius qui devait mettre en scène des vendeurs de voitures d'occasion à Las Vegas. N'en faisant rien, les producteurs laissent le projet à leurs poulains qui en font une production Columbia pour l'été 1980. Sauf que là encore, si les projections tests se passent bien, en revanche le box-office est catastrophique, avec 11 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour 8 millions de budget. Selon Robert Zemeckis, la raison principale de l'échec commercial du film serait due à la Columbia qui aurait précipité la sortie du film suite aux projections tests positives au point de limiter la publicité. Mais la raison la plus évidente est bien évidemment que Robert Zemeckis est tombé sur plus fort que lui avec Airplane ou Y a-t-il un pilote dans l'avion qui avait beaucoup plus de publicité que lui et s'est retrouvé avec un box-office de plus de 80 millions de dollars. Mais Used Cars est bien accueilli par la presse américaine de l'époque et il gagne en réputation grâce à ses nombreuses rediffusions télévisées. En France, en revanche, c'est la douche froide avec 19 000 entrées en 1985 et il n'existe pas du tout en DVD ni en Blu-ray. Curieusement, Used Cars est certainement le film le plus polisson de son réalisateur avec pas mal d'aspects coquins et il y a un aspect grinçant que l'on retrouvera particulièrement dans La mort vous fasse si bien. Mais pour cela, évoquons un peu l'histoire du film. Le film met en scène deux frères ennemis qui se battent pour avoir le meilleur emplacement pour leur magasin de voitures d'occasion. Sauf que l'un d'entre eux est cardiaque et que l'autre va tout faire pour lui faire une crise cardiaque, ce qui finit par arriver. L'homme sait pertinemment qu'il a tué son frère, mais il n'a pas la preuve formelle devant ses yeux. Tout simplement parce que les employés du défunt l'ont en fait enterré, l'ont fait passer pour un homme en vacances, l'ont déterré et ont envoyé sa bagnole directement contre un mur, le faisant exploser devant la fille et le frère du défunt. Mais Used Cars ne s'arrête pas là, puisque les employés du défunt sont une véritable bande de filous menée par un Kurt Russell venant tout juste d'incarner Elvis pour John Carpenter, après des années passées chez Disney. Zemeckis semble particulièrement s'amuser à montrer les magouilles de ses personnages, notamment autour de publicités jubilatoires, dont une entre en parfaite osmose avec un discours de Jimmy Carter. Qu'est-ce qu'ils attendent à Washington? Qu'ils nous rendent visite et on leur donnera des leçons, nous. Si vous voulez faire une affaire, venez au marché de l'occasion, vous avez compris, les mecs? Je vous ai compris. Le seul véritable bémol du film est Deborah Harmon qui incarne une véritable potiche en puissance, ce qui est d'autant plus contradictoire quand on sait que le précédent film de Robert Zemeckis mettait en avant des femmes. Used Cars est donc une sacrée curiosité, une comédie grinçante absolument jubilatoire jusque dans sa poursuite finale dantesque. Robert Zemeckis et Bob Gale ont alors l'idée d'un film mettant en scène un adolescent qui remonte le temps pour pouvoir voir comment étaient ses parents à son âge. Sauf que Used Cars a été encore une fois un bide, que Steven Spielberg se désolidarise du projet pour leur donner de la chance, pensant qu'il est un véritable chat noir pour ses poulains, et au final Retour vers le futur attendra plusieurs années avant de se concrétiser parce que les studios n'en veulent tout simplement pas. C'est alors que Michael Douglas, grand fan de Used Cars, propose à Robert Zemeckis de réaliser À la poursuite du diamant vert. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Romancing the Stone n'est pas un ersatz des aventuriers de l'Arche perdue. Et pour cause, Diane Thomas avait écrit le scénario en 1979, soit bien avant que George Lucas ne commence à écrire les aventures d'Indiana Jones. Sauf que le scénario n'a pas trouvé preneur tout de suite, et À la poursuite du diamant vert s'est finalement concrétisé après le succès du film de Steven Spielberg. D'ailleurs, le film n'a pas grand rapport avec les aventures d'Indiana Jones, puisqu'en dehors d'être un film d'aventure dans un milieu plutôt exotique, il met surtout en scène la romancière incarnée par Kathleen Turner et le baroudeur joué par Michael Douglas apparaît bien après le début du film. D'ailleurs, le film doit certainement plus à Diane Thomas qu'à Robert Zemeckis, qui apparaît davantage comme un exécutant, le projet n'ayant rien de personnel pour lui. L'écriture du personnage de Joanne Wilder est d'ailleurs assez édifiante, avec une femme qui ne demande qu'à s'émanciper et qui devient une véritable aventurière au même titre que l'héroïne de ses romans. Au final, Michael Douglas apparaît plus comme un sidekick de Kathleen Turner, le véritable personnage principal étant Joanne Wilder, celle par qui l'action arrive. Le film ne manque pas non plus d'une certaine crudité, tant sexuelle que graphique. Ainsi, le personnage de Kathleen Turner perd de plus en plus de vêtements au fil du film, jusqu'à une scène de sexe avec Michael Douglas. Le film s'avère également particulièrement violent, avec des personnages qui sont zigouillés dès les premières minutes, et un méchant qui perd son bras avant de se faire littéralement bouffer par des caïmans. Donc même si À la poursuite du diamant vert s'avère particulièrement fun, notamment lors d'une poursuite absolument démentielle, il peut également s'avérer très adulte dans ses thématiques et son ton. Si le film s'avère qualitatif, en revanche la production ne fut pas de tout repos. En effet, Kathleen Turner ne s'entendait pas très bien avec Robert Zemeckis, qu'elle considérait comme un réalisateur plus appliqué sur la technique que sur la direction d'acteur. La Fox n'a pas aimé du tout le premier montage du film et il a fallu passer par des coupes et des reshoots.
Ainsi, la scène de l'avion a été retravaillée au montage pour qu'elle soit plus courte, et le personnage de Lon Taylor a fait son apparition puisqu'initialement, c'était un éditeur masculin qui s'occupait de Joan Wilder. La Fox ne croyait tellement pas au succès du film que le studio a viré Robert Zemeckis de la production de Cocoon, le remplaçant par Ron Howard. Et pourtant, À la poursuite du diamant vert sera le plus gros succès de la Fox en 1984 avec 116 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 10 millions. Bien qu'un peu oublié de nos jours, À la poursuite du diamant vert n'en reste pas moins un film important dans la filmographie de Robert Zemeckis, non seulement parce qu'il s'agit de son premier succès commercial, mais également parce que c'est sa première collaboration avec son compositeur fétiche Alan Silvestri. Une suite est rapidement mise en chantier, mais Robert Zemeckis préfère s'attarder sur ce fameux projet de voyage dans le temps qu'il avait mis de côté et qu'il peut désormais concrétiser grâce au succès du film. Il sera finalement remplacé par Lewis Teague, le réalisateur de Cujo, pour une suite tout à fait honorable, bien que Michael Douglas soit un peu plus mis en avant sur ce film-ci que Kathleen Turner. Le Diamant du Nil sera d'ailleurs un beau succès avec 96 millions de dollars de recettes, bien qu'il soit moins rentable et plus cher que le premier film. Cela n'a pas empêché l'éventualité d'une suite dans les années 90 et 2000, avant d'opter plutôt pour un remake, qui s'enferme dans les enfers du développement depuis plusieurs années. Robert Zemeckis reste sur la voie du succès avec Retour vers le futur, puis Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais il suit une nouvelle déconvenue avec les scores décevants de Retour vers le futur 2 et 3. Il en sera de même avec La mort vous va si bien, son film suivant. La mort vous va si bien est un film qui a été difficile à produire car il nécessitait beaucoup d'effets spéciaux, y compris numériques, et ce bien qu'il n'a coûté que 55 millions de dollars. Si l'on pourrait croire avec nos yeux d'aujourd'hui que le film nécessite beaucoup d'images de synthèse, en fait il n'en est rien. Le film utilise pas mal d'animatroniques, notamment pour la tête retournée de Meryl Streep. Ainsi pour cette scène, Meryl Streep est doublée par une cascadeuse, puis par un mannequin qui a le cou cassable, et quand elle se réveille, il se trouve que c'est un mélange entre Streep et des images de synthèse. Mais finalement, l'effet le plus difficile à obtenir pour les équipes de Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis était de faire remonter les seins de Meryl Streep lorsqu'elle boit la potion. Au départ, ils avaient opté pour un bustier mécanique et avaient testé le procédé sur Catherine Bell, que vous avez certainement vu dans la série Jag ou dans le film Bruce Tout-Puissant, et qui était la doublure corps d'Isabella Rossellini dans le film. Les essais n'étant pas concluants, le duo est allé vers une méthode beaucoup plus simple, avec une personne derrière Catherine Bell qui lui poussait les seins sans que cela se voie, et ce procédé a été réutilisé sur Meryl Streep durant le tournage. Bien que certains effets spéciaux ont vieilli, il se trouve que La mort vous va si bien reste encore un sacré tour de force visuelle, et ce n'est pas très étonnant si le film a obtenu l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1993. En revanche, le film est très mal accueilli par la critique et le public américain. Il ne récolte que 58 millions de dollars au box-office américain contre 90 millions à l'international. En fait, cela n'a rien d'étonnant tant le film s'avère outrancier avec un ton particulièrement cynique, des personnages principaux pour la plupart tous détestables, et surtout, le film dézingue une certaine vision du paraître que l'on retrouve notamment à Hollywood. D'ailleurs, ce n'est pas très étonnant si Meryl Streep incarne une actrice ratée. Et l'ironie va même plus loin puisqu'Isabella Rossellini, qui est vue comme une véritable figure de beauté dans le film, est finalement doublée par une actrice beaucoup plus jeune qu'elle. Tout le film repose sur la déchéance des personnages et particulièrement de son duo féminin principal. Même avec la potion, elles n'entretiennent pas leur corps, ce qui l'amène à se dégrader et au final, ça ne marche pas. Le seul personnage qui atteint la rédemption est Ernest, joué par Bruce Willis, celui qui ne boit pas l'élixir. D'ailleurs, la fin devait être totalement différente à la base, avec Ernest qui se fait passer pour mort et épouse une femme incarnée par Tracy Ullman. Une fin qui ne plaisait pas du tout à Robert Zemeckis au point qu'il a opté pour des reshoots pour en tourner une autre. Une autre qui s'avère d'ailleurs peut-être plus réussie car plus cynique. La mort vous va si bien est donc une comédie particulièrement féroce qui n'a pas peur d'aller dans certaines directions, au point de se demander si Hollywood serait encore capable de le produire aujourd'hui. À la même époque sort également Les Pilleurs ou Trespass, réalisé par Walter Hill, d'après un scénario écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale dans les années 70. Un film qui met en scène deux pompiers qui recherchent de l'or dans un immeuble géré par un gang. Un film tout à fait honorable qui sera malheureusement un sacré flop. Robert Zemeckis est lié au projet Contact depuis 1993, mais le scénario de Carl Sagan et Anne Droyan date en fait de 1979. La Warner l'a acquéri dans les années 80, mais n'est pas parvenu à le concrétiser, au point que Carl Sagan en a fait un roman. Devenu un best-seller, Contact devient un projet prioritaire pour la Warner, qui engage Roland Joffé, le réalisateur de La Déchirure, et James Weihart, le futur scénariste de Dracula de Coppola. Mais les deux artistes finissent par partir, et c'est finalement Michael Goldenberg, le futur scénariste de Green Lantern, qui se charge des réécritures en 1993. Robert Zemeckis est alors approché pour réaliser le film, mais il n'est pas convaincu par la fin qui est censée mettre en scène des extraterrestres angéliques. Il laisse alors sa place à George Miller, le réalisateur de Mad Max, qui travaille durant plus d'1 an sur le projet avec Jodie Foster et Ralph Fiennes en rôles principaux. Mais les retards s'accumulent et voyant que le film ne sortira certainement pas pour Noël 1996, la Warner décide de virer Miller du projet.
Une décision qui s'avère au final assez stupide, puisque même une fois que Robert Zemeckis s'est engagé comme réalisateur, Contact ne sortira qu'à l'été 1997. Selon George Miller, la Warner voulait un film beaucoup plus sûr, moins dans la sensation, ce qui aurait compromis sa vision aux yeux du studio. Mais dans l'affaire, il s'avère gagnant puisqu'il récupère les droits de Mad Max. Zemeckis officialisé, Ralph Fiennes quitte le projet et Matthew McConaughey est finalement engagé pour le remplacer, sur les conseils de Terry Semel, un ponte de la Warner qu'il avait apprécié dans Le Droit de tuer. Par ailleurs, l'acteur devra refuser Le Chacal où il devait initialement jouer le rôle incarné par Richard Gere. Après le succès fracassant de Forrest Gump, on aurait pu penser que Robert Zemeckis serait désormais intouchable commercialement parlant. Eh bien non, puisque Contact ne rapporte que 165 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 90 millions. Il participe même à la série noire de la Warner entre 1996 et 2001, une période où ils vont cumuler tellement de flops commerciaux que cela en deviendra alarmant. De même, le film a cumulé pas mal de polémiques, à commencer par une où Zemeckis n'est pas vraiment concerné puisqu'il s'agit surtout d'un problème entre Carl Sagan et Francis Ford Coppola. En effet, le réalisateur avait travaillé avec Sagan sur un possible téléfilm nommé First Contact en 1975. Malheureusement, cela ne s'est pas fait et Sagan aurait potentiellement utilisé des éléments pour faire contact. Sauf que Coppola avait un contrat qui stipulait que normalement, il aurait dû toucher des droits dessus s'il y avait quelque chose. Il s'y est pris malheureusement trop tard en justice et il fut finalement débouté. En revanche, les autres polémiques sont plus liées au contenu du film. Au départ, Sidney Poitier avait été convié pour incarner le président des États-Unis, mais ce dernier a préféré faire le chacal. Zemeckis a alors opté pour des archives de Bill Clinton pour pouvoir donner un ton plus actuel. Ainsi, le président a été détouré, passé d'extérieur en intérieur et a même eu droit à des modifications vestimentaires comme un changement de cravate. La plupart des images étaient issues d'un discours de 1994 où il parlait de Saddam Hussein et d'un autre de 1996 où il parlait en effet de formes de vie extraterrestres. Des scènes qui fonctionnent toujours aussi bien puisqu'on a vraiment l'impression que Bill Clinton cohabite dans le plan avec les acteurs et ce bien qu'il n'a jamais rien tourné. En revanche, la Maison Blanche n'a pas vraiment apprécié l'utilisation et ce bien qu'elle n'a fait aucune action en justice. Il y a également pas mal de personnalités de CNN dans Contact puisque la chaîne avait donné son accord pour que ces journalistes jouent leur propre rôle dans le film. Sauf qu'après coup, le PDG de CNN, Tom Johnson, avait regretté cette décision puisqu'il trouvait que cela posait des problèmes d'éthique. Vers la fin, on dit à Jodie Foster qu'elle devra prendre une capsule de cyanure s'il y a un pépin lors de l'opération. Sauf que la NASA n'a pas du tout aimé cette mention et a dû faire une déclaration pour dire que ce n'était pas vrai. Carl Sagan, en revanche, en était nettement moins convaincu et dans le doute, Zemeckis a gardé la scène. Un peu comme Sphère de Barry Levinson en un peu moins ennuyeux, Contact apparaît comme un film de science-fiction anti-spectaculaire dont les rares scènes dites à sensation sont en fait un attentat et le climax du film. Tout le film repose en fait sur la captation et la compréhension des messages extraterrestres par l'héroïne, ce qui pourrait s'avérer barbant au premier abord puisque le film dure quand même 2 bonnes heures, mais au final cela s'avère fascinant car il y a un certain cachet scientifique qui transparaît. Mais surtout Zemeckis confronte l'héroïne aux croyances religieuses et scientifiques. Nous sommes aux États-Unis, un pays très croyant où il faut jurer sur la Bible pour devenir président, et autant dire qu'une femme athée, scientifique, qui croit aux extraterrestres et qui en plus sort avec un pasteur, cela passe plutôt mal. Même si Ellie constate à la fin que scientifiquement ce qui lui est arrivé est totalement impossible, en revanche elle croit en ce qu'elle a vu et vécu. Ce n'est pas un fantasme pour elle, bien que les extraterrestres ont utilisé l'imagerie de son père et un dessin qu'elle avait fait quand elle était petite. D'ailleurs, Zemeckis s'amuse des théories du complot en montrant que les politiques disent des choses en privé qui n'ont rien à voir avec celles qu'ils disent en public. Ainsi, Angela Bassett confirme des faits à la toute fin qui ont été mis en cause quelques minutes plus tôt par James Wood. Mais si le film n'est pas à proprement parler spectaculaire, en revanche, Zemeckis se fait largement plaisir avec sa caméra en combinant notamment pas mal de plans entre eux pour en former qu'un seul, ce qui donne par exemple les transitions avec les fenêtres. Mais également le fameux plan du miroir. Ce plan séquence sensationnel est dû à 2 plans. Le premier montrait Jenna Malone en train de courir vers la caméra. Le second montrait Jenna Malone de dos prenant la poignée de porte avec une glace totalement en fond bleu. Et les deux étaient ensuite rassemblés pour former ce plan qui est encore beaucoup évoqué de nos jours. Il en est de même pour cet hallucinant travelling arrière entièrement réalisé en images de synthèse où la galaxie est vue à travers les yeux d'une petite fille. Une séquence qui a d'ailleurs fait tiquer Alejandro Jodorowsky qui voulait faire une séquence similaire dans son Dune. Contact est donc un film très intéressant visuellement et thématiquement et mériterait certainement un meilleur regard de nos jours. Après Contact, Robert Zemeckis se lance dans 2 projets très différents. Le premier est Seul au monde, qu'il tourne en 2 fois pour permettre à Tom Hanks de maigrir afin de devenir un véritable Robinson Crusoe. Le second est Apparence, qu'il tourne entre 2 sessions de tournage avec Michelle Pfeiffer et Harrison Ford. Lorsque Robert Zemeckis et Steve Starsky montent le studio Image Movers, la première envie de Zemeckis est de réaliser un film à suspense à la Hitchcock. Ce que DreamWorks lui offre sur un plateau d'argent avec un scénario de Sarah Kernochan et Clark Gregg. Oui, l'agent Coulson des films Marvel.
D'ailleurs, Robert Zemeckis a respecté une volonté de Clark Gregg qui était de tourner le film en Nouvelle-Angleterre, et ce, bien que pas mal de scènes ont été tournées en studio. Si Seul au monde a été le succès de Noël 2000, Apparence a été un petit succès de l'été avec 288 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 80 millions. Apparence est un film avec une forte influence hitchcockienne, que ce soit dans le clin d'œil fait à Psychose ou avec une intrigue qui oscille entre Le crime était presque parfait et Fenêtre sur cour, sans compter la blonde Michelle Pfeiffer. Zemeckis fait également un pont avec son précédent film en confrontant spiritualité et science. Dans ce film, Harrison Ford incarne un scientifique et il ne croit donc pas aux fantômes. Ce qui n'est pas le cas de sa femme qui va de plus en plus vers le spiritisme. Au final, même le scientifique finira par croire à ça. Cet exercice de style est aussi l'occasion pour Zemeckis de s'amuser avec des plans quasiment impossibles à réaliser comme certains de la poursuite ou alors les plans vus du sol. Apparence n'est pas un des meilleurs films de Robert Zemeckis et il s'avère d'ailleurs beaucoup trop long, mais c'est un thriller honnête avec un suspense rondement mené et avec un duo d'acteurs parfait. Les années 2000 de Robert Zemeckis sont marquées par la performance capture, un procédé qu'il utilisera au final sur 4 réalisations et 2 productions. La motion capture consiste à capter les mouvements d'un acteur dans une combinaison remplie de capteurs. La performance capture va un peu plus loin en prenant également en compte les expressions faciales, et ce, grâce à une grille de capteurs. Le procédé avait déjà été utilisé pour des rôles spécifiques comme Jar Jar Binks dans La menace fantôme, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou La momie de Stephen Sommers. Mais jamais pour un film entier avec que des acteurs en performance capture. Le Pôle Express sera donc une sorte de première. Si le film est un petit succès, en revanche, le procédé est plutôt mal accueilli, et cela ne va pas trop changer avec la légende de Beowulf et le drôle de Noël de Scrooge. Le making-of de Beowulf, disponible sur le Blu-ray, est d'ailleurs exemplaire, puisqu'il évoque toutes les étapes d'un tournage en performance capture de manière ludique. Ainsi, le plateau de tournage s'appelle le volume et contient plus de 240 caméras avec des récepteurs infrarouges. Des objets sont créés pour que les acteurs puissent interagir plus facilement entre eux, mais également avoir plus de repères physiques, et ils sont faits uniquement avec des fils métalliques pour qu'ils n'interfèrent pas avec les capteurs des combinaisons. En remplacement du clap, les acteurs font une position T, ce qui permet aux infographistes de se préparer et de démarrer le processus. Comme pour le Pôle Express, certaines scènes ont été tournées en plusieurs fois, puisque des personnages n'ont pas la même taille. Ainsi, Crispin Glover, qui incarne Grendel, va souvent se retrouver tout seul sur le plateau puisqu'il incarne un personnage immense. En comparaison, pour les mêmes scènes, Ray Winstone va regarder souvent un acteur surélevé puisqu'il incarne un personnage beaucoup plus petit. Il y a 3 sortes de capteurs sur les acteurs, des petits pour le visage, des moyens pour les mains et des gros pour le corps. En sachant qu'à l'époque de Beowulf, il y avait des électrodes sous les yeux pour pouvoir capter les mouvements des yeux. Ce ne sera plus le cas sur Scrooge où il y aura des caméras fixées à un casque. Des chevaux étaient également présents sur le tournage de Beowulf, ce qui permettait là encore pas mal d'interactions avec les acteurs. Le seul problème étant que les chevaux ont tendance à se lâcher et donc il y avait beaucoup de séances de nettoyage après tournage. Pour les scènes aquatiques, les acteurs étaient attachés à un anneau qui tournait à 360 degrés et était actionné par un technicien. Cette technique a été répétée sur Scrooge pour les scènes aériennes. Pour Robert Zemeckis, ce type de tournage est très libérateur. Ça lui prend peu de temps, il peut se reposer sur la direction d'acteur et en plus il n'a pas de décor et de météo à gérer. Le plus dur est en fait le reste. Le travail de Doug Chiang lors de la pré-production est au final primordial pour le reste de la production puisqu'il anticipe tout le travail sur la lumière, le look des personnages et les décors. En sachant que tous les acteurs sont scannés et photographiés dans les costumes qu'ils auront au final dans le film pour permettre aux infographistes d'avoir des modèles. Après le tournage, une animation brute va être réalisée d'après ce qui a été filmé et Robert Zemeckis va s'en servir pour utiliser la caméra virtuelle. Soit une caméra branchée à un ordinateur qu'il va utiliser pour confectionner ses plans et trouver les angles de vue. Malgré des qualités indéniables, la plupart des films produits ou réalisés par Robert Zemeckis dans les années 2000 en performance capture ont été des échecs commerciaux. La Palme à Milos sur Mars qui a été un bid tellement retentissant que Disney a arrêté net son contrat avec Image Movers, entraînant par la même occasion l'annulation du remake de Yellow Submarine par Zemeckis. Passons maintenant au film. Robert Zemeckis était familier du poème de Beowulf puisqu'il l'a étudié lors de ses jeunes années et malheureusement il n'en était pas très fan. En revanche, il a beaucoup aimé le scénario de Roger Avary et Neil Gaiman au point de vouloir le concrétiser avec la performance capture. Cela tombait bien puisqu'Avary avait essayé en vain de le concrétiser depuis la fin des années 90 et ce malgré l'apport de Neil Gaiman par la suite. S'il y a bien un problème récurrent dans la filmographie en performance capture de Robert Zemeckis, c'est bel et bien les expressions faciales de ses personnages. En effet, si l'on reconnaît facilement les acteurs qui les incarnent, en revanche, ils s'avèrent souvent très monolithiques. Ce qui est d'autant plus dommage puisque Beowulf et le drôle de Noël de Scrooge sont des véritables tours de force de mise en scène de la part de Robert Zemeckis. Non seulement la plupart de l'animation est impressionnante, mais en plus le réalisateur va s'amuser avec des plans longs absolument impressionnants avec une profondeur de champ énorme, due notamment à la 3D. D'ailleurs, il est bon de souligner que la 3D de Beowulf se rapprochait beaucoup du rendu de l'HFR 3D avec un côté très réaliste.
Pour ce qui est de l'adaptation, Beowulf est plus risqué que Scrooge. Roger Avary a essayé de goupiller l'histoire de Grendel et du dragon en rajoutant des éléments nouveaux. Ainsi, on apprend l'identité des pères de Grendel et du dragon, et Beowulf ne repart pas en Suède et reste au Danemark. Le film développe une passionnante réflexion sur le péché avec des personnages qui fautent et dont les erreurs se répercutent sur plusieurs générations. Ainsi, on en vient à se demander si le trône ne serait pas maudit, tant tous ceux qui vont dessus font les mêmes erreurs avec les mêmes personnes. Même le personnage de Brendan Gleeson, qui apparaît comme noble, finit par hésiter à suivre la sorcière. Si Hrothgar préfère laisser faire les autres au point de passer pour un lâche, en revanche Beowulf préfère affronter les péchés qu'il a engendrés, sauve sa famille et redevient le héros qu'il était autrefois. Si le film s'avère déjà très adulte dans ses thématiques, il est également particulièrement graphique avec beaucoup de sexe et de violence. Un parfait contre-pied avec la fantaisie que l'on retrouvait à l'époque, que ce soit avec Harry Potter ou même Le Seigneur des Anneaux. Quant à Scrooge, si vous connaissez Un chant de Noël de Charles Dickens ou certaines de ses adaptations comme Le Noël de Mickey, malheureusement vous n'aurez pas beaucoup de surprises. Néanmoins, le film s'avère divertissant, Jim Carrey est en grande forme, et surtout le film s'avère très sombre au point d'être parfois très limite pour un film familial. Après l'annulation de Yellow Submarine, Robert Zemeckis revient au cinéma live-action à la grande surprise générale avec Flight, d'après un scénario de John Gatins. Ce dernier avait eu l'idée du projet en 1998 lorsqu'il avait rencontré un pilote de l'air dans un voyage en avion. L'homme lui avait alors parlé de ses problèmes, et Gatins voyait le portrait qu'il s'était fait d'un pilote de l'air s'effriter au fur et à mesure de la discussion. Selon lui, un pilote de l'air devait être forcément sûr de lui, notamment parce qu'il a des vies en jeu à chaque voyage. Il s'est alors demandé s'il n'était pas intéressant de baser une fiction sur un pilote de l'air qui déraille. Gatins est un ancien alcoolique et il s'est nourri de son expérience pour créer le personnage de Whip Whittaker, un pilote de l'air alcoolique et drogué. Au fil des années, il a multiplié les réécritures et s'est même demandé s'il réussirait à concrétiser son projet, puisqu'à une certaine époque, Hollywood hésitait à produire ce type de film pour adultes suite à quelques bides. Mais cela aurait visiblement changé au fil du temps selon le scénariste. Denzel Washington a acquis le script alors qu'il préparait Safe House et s'est convaincu de jouer le personnage principal. Il est rejoint un an plus tard par Robert Zemeckis, qui est d'autant plus intéressé par le projet qu'il est lui-même pilote d'avion. Une fois sur le projet, les deux en viennent à baisser leur salaire pour avoir un budget confortable de 31 millions de dollars. Une très bonne idée au final, puisque le film a été particulièrement rentable avec plus de 161 millions de dollars de recettes totales. Au final, les 3/4 du budget sont allés dans l'endroit qu'il fallait, c'est-à-dire le crash inaugural. Washington et Brian Geraghty se sont entraînés pendant plusieurs semaines dans un simulateur pour se familiariser avec les commandes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont l'air aussi crédibles en pilote d'avion. Pour filmer le crash, des parties de l'avion ont été construites et elles tournaient à 360 degrés grâce à des anneaux d'acier et des suspensions à cordes qui étaient conçues pour des avions de 4 à 5 tonnes. Le côté passager a été tourné en 2 fois avec 40 premiers acteurs puis avec 40 autres, ce qui permettait ensuite de les relier numériquement et de former un énorme tout. Pour d'autres plans, ils ont utilisé un décor d'avion avec airbag qui montait et descendait en fonction des actions. Dans tous les cas, cela donne une des scènes les plus spectaculaires des années 2010. Malgré son succès global, Flight est un film un peu oublié de nos jours et c'est d'autant plus dommage qu'il s'agit certainement du dernier très grand film de Robert Zemeckis, malgré les qualités indéniables de ses films suivants. Flight est déjà un très grand film sur les addictions et ses conséquences sur les principaux concernés. Whip Whittaker apparaît comme une véritable épave, qui n'a plus de famille, qui se renferme dans ses addictions. Il essaye d'arrêter, mais il continue toujours de s'enfoncer dedans. La scène la plus évidente sur le sujet reste celle du minibar. À ce moment du film, Whittaker est sobre depuis plusieurs jours et se retrouve dans une chambre d'hôtel pour témoigner. Il se trouve que la chambre d'à côté est ouverte et il y a un minibar rempli d'alcool. La question est évidente, va-t-il boire ou ne va-t-il pas boire ? Zemeckis va alors s'amuser avec le personnage principal et le spectateur au point de signer une scène particulièrement sordide. Whittaker fait régulièrement un mouvement de langue qui donne l'impression qu'il mâche du chewing-gum. En fait, à chaque fois qu'il le fait, il ment ou alors ne semble pas croire en ce qu'il dit. Washington est absolument convaincant et même s'il n'a pas bu une seule goutte d'alcool durant le tournage, il s'avère aussi crédible que Nicolas Cage dans Leaving Las Vegas. D'ailleurs, il est souligné dans le film qu'avec ou sans lui, l'avion se serait crashé de toute manière car il était endommagé. Gatins s'était en fait inspiré du cas du 261 Alaska Airlines qui s'était crashé le 31 janvier 2000. L'avion était endommagé et les pilotes avaient beau avoir retourné l'avion pour essayer de sauver les meubles, il s'était crashé dans l'océan Pacifique et tous les passagers étaient morts. Après le beat de The Walk, Robert Zemeckis reste dans l'historique avec Allié, un mélange de films d'espionnage et de films de guerre. L'idée est venue au scénariste Steven Knight d'une anecdote qu'il avait entendue lorsqu'il était plus jeune. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un espion anglais a été envoyé en France et il a noué une relation amoureuse avec une Française. Elle est tombée enceinte et il a pu la ramener en Angleterre, sauf que quelque temps après l'accouchement, il a appris qu'elle était une collaboratrice et a eu ordre de la tuer. Allié retranscrit plutôt bien cette histoire, à la différence que les héros se rencontrent à Casablanca et non en France. Tout le suspense du film repose sur l'identité de Marianne Beauséjour. Est-ce que c'est bien elle ou alors une personne qui a pris sa place ?
Et autant dire que le doute est permis jusqu'au dernier tiers du film. Brad Pitt a d'ailleurs eu la bonne idée de faire tourner le film chronologiquement car cela permettait de montrer l'évolution du couple de manière crédible. De même, Robert Zemeckis a utilisé des objectifs de plus en plus longs au fil du tournage pour montrer l'aspect claustrophobique progressif de la relation du couple. Si la deuxième partie repose sur le suspense autour de Marianne Beauséjour, en revanche la première partie est entièrement consacrée à l'infiltration en temps de guerre. Tous les coups sont permis, y compris les coutumes et surtout le langage. Et c'est là où les spectateurs d'Ali ont plutôt bien rigolé puisque l'accent de Brad Pitt est absolument à coucher dehors. Alors certes en VO c'est un peu atténué car il essaye de faire des efforts, mais la VF de Jean-Pierre Michael est absolument à mourir de rire avec un accent québécois renforcé au possible. Ton français est correct, mais pour ce qui est de l'accent, c'est pas terrible. Ça fait des mois que je bosse mon accent. Et au mieux, ça donne quoi? Tu l'as entendu? Oh, il y a encore un peu de travail. Dézingué à sa sortie en plus d'être un sacré beat commercial, Allié est pourtant un film solide et rudement bien mené. D'ailleurs Zemeckis confirme qu'il est un maître des illusions puisque le film a été entièrement tourné en studio devant des fonds bleus. Et autant dire que cela ne se voit pas tant que ça. Cela en est d'autant plus délirant lorsque l'on sait que Gary Freeman a créé jusqu'à 3 décors avec un seul. En effet, à chaque fois que l'équipe avait terminé avec un décor, il était modifié et en devenait un autre. En 2010, le documentaire Marwen Cole revenait sur le parcours extraordinaire de Mark Hogenkamp. En 2000, cet homme avait été passé à tabac par une bande à la sortie d'un bar parce qu'il adorait porter des talons. Il était alors tombé dans le coma et à son réveil, il avait perdu pas mal de ses facultés, dont celle de dessiner. Hogenkamp construit alors tout un village de poupées qu'il photographie en créant des histoires et des personnages. Il est alors repéré par le photographe David Nogel qui publie ses photos avant qu'une exposition n'ait lieu. En voyant l'exposition, le réalisateur Jeff Malmberg décidera de consacrer un documentaire à l'artiste et c'est ce même documentaire qui donnera envie à Robert Zemeckis de réaliser Welcome to Marwen. Si le scénario de Caroline Thompson et Zemeckis se rapproche de la réalité, en revanche, il prend également pas mal de liberté. Ainsi, Mark n'a pas été quitté par sa femme suite à son accident, mais bien avant à cause de son alcoolisme. Pas mal de noms ont également été changés, et des personnages sont des assemblages de différentes personnes qu'il a rencontrées. La mère de Mark est d'ailleurs totalement absente du métrage, alors qu'elle fut un soutien indéniable pour son fils après son accident. Il en est de même pour Nogel, malgré la scène à l'exposition. Mais cela n'empêche absolument pas Welcome to Marwen d'être un admirable film sur la reconstruction avec un excellent Steve Carell. D'ailleurs, Zemeckis n'omet absolument jamais l'aspect cuir du personnage, ne le caricature pas, ne le juge pas. Le problème, c'est les autres, pas lui. Mais alors, comment rendre l'univers de Marwen Cole vivant à l'écran? Eh bien, tout simplement en mêlant réalité et fiction. Et pour cela, rien de mieux que la performance capture pour le faire. Mais attention, cette fois-ci, c'est un peu différent. Si le film se tourne milieu 2017, Robert Zemeckis ambitionnait de le réaliser depuis au moins 2013. La raison de cette attente est bien évidemment liée à la réalisation des poupées. Avant même la mise en production du film, Robert Zemeckis avait fait faire des tests d'effets spéciaux. Steve Carell avait déjà été engagé et il servait de cobaye aux expérimentations. La première version consistait à montrer Carell avait des articulations de poupée, ce qui ne fonctionnait pas du tout. Ils ont alors opté pour la motion capture, mais les émotions ne transparaissaient pas. Ils ont alors opté pour un processus inverse, c'est-à-dire seulement mettre les yeux et la bouche de l'acteur sur un corps numérique qui de toute manière sera animé par les mouvements de performance capture. À partir de là, Universal a donné son feu vert. Contrairement aux autres films de Robert Zemeckis en performance capture, il n'y a pas de caméra virtuelle post-tournage. Ici, tout est filmé tel quel avec les angles de vue et les éclairages qui vont avec. Les acteurs étaient scannés et photographiés en costume, puis modifiés par ordinateur, et ensuite leurs figurines étaient imprimées en 3D avec une cinquantaine de pièces. Il est bon de souligner que les hommes avaient des cheveux moulés et que les femmes avaient des cheveux synthétiques ou de vrais cheveux. Le processus fut assez similaire pour Marwen Cole avec une maquette faite d'objets de récupération, scannés et photographiés pour avoir un modèle en 3D sur ordinateur. Avec Welcome to Marwen, Zemeckis réussit enfin les expressions faciales de ses personnages et pour cause ce sont des figurines. Ainsi le spectateur aura moins de mal à voir un visage lisse avec une figurine plutôt qu'avec un personnage humain. Cela est d'autant plus dommage que pas grand monde a été voir le film au cinéma pour voir ça. Robert Zemeckis a à peine le temps de digérer l'échec cuisant de Welcome to Marwen qu'il se lance dans The Witches, une nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl. Nouvelle car en effet il avait déjà été adapté par Nicholas Roeg dans un excellent film de 1990. Un film au maquillage encore saisissant de nos jours au point de faire peur aussi bien aux enfants qu'aux adultes, mais qui n'avait pas plu à Roald Dahl car la fin était différente de son roman. Au cours des années 2000, Guillermo del Toro pose une option pour faire une nouvelle adaptation du roman, cette fois-ci en stop motion. Mais le projet s'enlise et il finit par laisser sa place à Robert Zemeckis tout en restant scénariste et producteur aux côtés d'Alfonso Cuarón. L'adaptation est plus fidèle en conservant la fin, mais il y a une différence notable. Ainsi, l'action ne se situe plus en Angleterre des années 80, mais dans l'Alabama des années 60. Initialement prévu pour une sortie cinéma en octobre 2020, The Witches atterrit sur HBO Max dans certains pays à cause des problèmes liés à la Covid-19.
En France, ce sera plus ou moins la même chose avec une sortie en vidéo en mars dernier. Toutefois, le film a suscité une vive polémique puisque les sorcières n'ont que 3 doigts dans cette version. Un aspect qui n'a pas plu à des personnes atteintes d'ectrodactylie, trouvant cela offensant. La Warner s'excuse, Anataway également, mais on peut également se demander si la polémique n'est pas inutile au possible, tant les sorcières sont décrites comme des créatures démoniaques et non comme des personnes handicapées. Justement, pour représenter les sorcières, les actrices avaient des gants avec des parties bleues pour pouvoir enlever les éléments manquants en post-production. Elles avaient également des pantoufles prothétiques pour pouvoir montrer que les sorcières n'ont pas d'orteils. Les équipes de maquillage ont également posé des pustules sur leur corps, et les actrices ont également fait de la capture faciale pour pouvoir modifier les visages en post-production. Quant aux enfants jouant les souris, ils sont également passés par la capture faciale pour pouvoir donner des réactions d'enfants ou petits animaux. Pour les scènes à hauteur de souris, le chef opérateur Don Burgess a opté pour pas mal de profondeur de champ et a utilisé des dollies pour être au plus près du sol. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire avec certains plans, le film n'a pas été conçu pour la 3D. Si la réalisation est impeccable avec pas mal de morceaux de bravoure, en revanche certains effets spéciaux dénotent là où d'autres sont vraiment réussis. Même si l'on peut préférer la version de Nicolas Roeg, The Witches est une adaptation réussie, mature, exploitant très bien la question du deuil, et s'avère être un film familial agréable, surtout en comparaison de pas mal de productions prenant les enfants pour des imbéciles. Actuellement, Robert Zemeckis travaille sur une nouvelle version de Pinocchio pour Disney+. Reste à savoir si ça lui permettra de concrétiser une bonne fois pour toutes Roger Rabbit 2 dont il a un scénario depuis plusieurs années. Donc voilà pour cette spéciale Noël 2021, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à l'année prochaine.